Rose pensait avoir déjà tout perdu. Le mari, le fils, la maison, le sol sous ses pieds. Il ne lui restait qu'une valise, un cahier de vieilles recettes et la décision de ne plus jamais laisser son cœur s'attacher à qui que ce soit. De l'autre côté du chemin de terre, une famille était elle aussi en morceaux, un père noyé dans son propre silence, 6 enfants apprenant à vivre sans le son du mot « maman ». Cela ne devait être qu'un travail. Mais certaines maisons n'ont pas seulement besoin de nourriture, elles ont besoin de quelqu'un qui leur réapprenne à respirer. Il y a des jours où l'on se réveille sans trop savoir pourquoi. Je me réveille parce que mon corps se réveille tout seul, parce que le coq chante dehors, même sans raison, parce que le soleil entre par la fente du volet sans demander la permission. Mais l'envie, la vraie, elle ne vient plus depuis longtemps. Ça fait 3 ans que j'ai enterré mon mari. Ça fait 4 ans que j'ai enterré mon fils. Personne ne devrait enterrer son enfant. Ça, je le sais. Tout le monde le sait. Mais le savoir ne change rien. Le petit avait 5 ans quand la fièvre l'a emporté. Il s'appelait Lucas. Il avait les cheveux comme son père, un châtain aux reflets roux quand le soleil tapait dessus. Il aimait courir après les poules dans la cour et rapportait des pierres brillantes qu'il trouvait dans le ruisseau, croyant que c'étaient des trésors. Je les ai toutes gardées dans une boîte à biscuits. Je l'ai encore. Après son départ, mon mari est parti avec lui. Pas son corps, pas tout de suite, mais son esprit. Il a arrêté de parler correctement, a arrêté de me regarder, buvait plus, travaillait moins. Quand il est mort, le cœur, ont-ils dit. Je l'avais déjà perdu depuis longtemps. Sa famille m'a chassé de nos terres. Ils ont dit qu'une femme seule ne pouvait pas s'en sortir, que la ferme avait besoin d'un vrai homme pour la diriger. Ils ont tout pris, la maison, le bétail, même le potager que ma mère avait commencé. Je suis parti avec une valise de vêtements, une cocotte en fonte et le cahier de recettes de ma mère, papier jauni, écriture penchée, taches d'huile et de sucre sur les bords. Chaque page, un souvenir qui ne fait pas trop mal. J'ai passé 6 mois à dormir dans l'arrière-chambre de mon amie Nathalie au village. Elle me laissait rester gratuitement, mais je savais que je pesais. J'ai commencé à faire des gâteaux pour les vendre au marché. Des madeleines, des sablés, des gâteaux au yaourt. Je vendais peu, je survivais, jusqu'à ce que Nathalie me parle du domaine de la Belle Espérance. « Ils ont besoin d'une cuisinière là-bas », a-t-elle dit en remuant son café sans vraiment me regarder. « Pour Antoine Dubois et ses enfants. Sa femme est morte il y a 1 an. La maison est à volo, Rose. On dit que les enfants mangent à peine correctement. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais par la fenêtre la poussière ocre se soulever de la rue en terre quand le camion du laitier est passé. « Il paie bien, » a continué Nathalie, « et il y a une chambre pour toi. Ce serait juste le temps de... je ne sais pas, le temps qu'il remette de l'ordre dans sa vie. » Comme si la douleur se rangeait comme un tiroir en désordre. « Je ne sais pas si je suis faite pour ça, Nathalie. Tu cuisines mieux que n'importe qui et tu as besoin d'argent. » Elle avait raison, j'en avais besoin. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que je m'étais fait une promesse. Une de ces promesses silencieuses qu'on ne dit même pas à Dieu. J'avais promis de ne plus jamais m'attacher à personne, de ne plus jamais m'approcher. Parce que tout ce qu'on aime, on le perd, et je n'avais plus rien en moi à perdre. Alors j'irai là-bas, je cuisinerai, j'économiserai de l'argent, et je partirai. Sans regarder en arrière, sans laisser un morceau de moi derrière. Nathalie m'a emmené en voiture 2 jours plus tard. La route était un chemin de campagne cabossé. La chaleur d'août était étouffante, et le vent qui entrait par la fenêtre de la voiture apportait une odeur d'herbe sèche et de poussière. Je tenais ma valise sur mes genoux, la même valise de toujours, petite, usée, avec une couture mal faite sur la poignée. « C'est un homme bien, Antoine », disait Nathalie. « Mais depuis que Carmen est morte, il a changé. Il entre à peine dans la maison, il dort dans la grange, paraît-il. Les enfants se débrouillent seuls. Combien sont-ils? 6. La plus petite a 4 ans. L'aîné doit avoir dans les 15 ans. 6. Ma poitrine s'est serrée. J'ai essayé de ne pas penser à Lucas. J'ai essayé de ne pas l'imaginer à 4 ans, à 5, à 6.
J'ai essayé de ne pas penser à ce qu'il serait devenu s'il avait grandi. Mais on ne commande pas à ses pensées. C'est là. Nathalie a montré du doigt. Le portail en bois était ouvert, une pancarte peinte à la main, à moitié écaillée. Domaine de la belle espérance. L'espérance. J'ai failli rire, mais ça n'avait rien de drôle. Le chemin d'accès était bordé de vieilles clôtures et de vastes pâturages. Des vaches charolaises paissaient au loin, à l'ombre maigre de quelques chênes. La maison est apparue au bout de la montée, grande, ancienne, avec une large véranda et des tuiles en terre cuite. Belle, mais avec un air d'abandon. Peinture écaillée, mauvaises herbes poussant trop près des murs, fenêtres fermées. Un pick-up était garé près de l'étable. Nathalie a arrêté la voiture devant la véranda. « Tu veux que j'entre avec toi ?»« Ce n'est pas la peine. Je suis descendu avec ma valise. Le soleil tapait fort sur le sommet de mon crâne. Le silence était de ceux qui bourdonnent, tant ils sont grands, seulement le chant des cigales dans les herbes et le vent qui traînait des feuilles sèches. Nathalie a fait marche arrière et est partie en soulevant un nuage de poussière. Je suis resté là, planté, seul devant cette immense maison. J'ai pensé à faire demi-tour. J'ai pensé à marcher jusqu'à la route et à disparaître. Mais je n'avais nulle part où aller. Alors, j'ai monté les 3 marches de la véranda. La porte d'entrée était entr'ouverte. J'ai frappé. Personne n'est venu. J'ai frappé de nouveau, plus fort. J'ai entendu des pas à l'intérieur. Lents, traînants. La porte s'est ouverte. Un garçon m'a regardé d'en bas. Il devait avoir dans les 7 ans. Cheveux en bataille, cernes profonds, chemise sale de terre. Il n'a rien dit. Il est juste resté là à me fixer. « Bonjour » ai-je dit. « Ton père est là ?» Il n'a pas répondu. Il a continué à me regarder. Puis j'ai entendu une voix derrière lui. « Pierre, laisse passer !» Le garçon s'est écarté sans un bruit. Un adolescent est apparu, grand, mince, le regard dur. 15 ans peut-être. L'aîné. « Vous êtes la cuisinière ?» « Oui. » Il m'a toisé de haut en bas, pas avec méchanceté, mais avec méfiance. « Mon père n'est pas là, mais il a dit que vous pouviez entrer. Votre chambre est au fond. » Il n'a pas été grossier, mais il n'a pas été aimable non plus. Il a juste constaté. Il a tourné les talons et est parti. Je suis entré. La maison était sombre. Fenêtres fermées, rideaux tirés, une odeur de moisi, de renfermé. Le plancher grinçait, les meubles étaient couverts de poussière. La grande table de la salle à manger était vide. Dans un coin, un cadre était retourné contre le mur. En passant par la cuisine, j'ai vu l'évier rempli de vaisselle sale, des casseroles empilées, des restes de nourriture séchée, une odeur aigre. Le couloir était long. Je suis passé devant des portes fermées. J'ai entendu un faible sanglot venant d'une chambre, une petite voix d'enfant qui appelait quelqu'un. Personne n'a répondu. Je suis arrivé à la chambre du fond. Petite, simple, un lit d'une personne, une vieille armoire, une fenêtre qui donnait sur le verger. J'ai posé ma valise par terre, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai regardé mes mains. Des mains de travailleuses, calleuses, ridées avant l'heure. Dehors, le vent balançait les branches du cerisier. L'ombre des feuilles dansait sur le mur. J'ai pensé, 3 mois, peut-être 4, je réunis l'argent et je m'en vais. Mais quelque chose dans ma poitrine, quelque chose que je ne voulais pas sentir, me disait que ce ne serait pas si simple. Parce que cette maison n'était pas seulement triste, elle était comme moi, vide à l'intérieur, mais encore debout. Je me suis réveillé au chant du coq, le corps endolori. Le lit était dur, mais ce n'était pas ça. C'était le poids d'être dans un endroit qui n'était pas le mien. Encore une fois, je me suis levé, j'ai lavé mon visage dans la bassine de la chambre, j'ai attaché mes cheveux et je suis allé à la cuisine. Il faisait encore nuit dehors, mais je n'ai jamais eu besoin de lumière pour commencer la journée. La cuisine était pire de près. Vieille graisse collée sur la cuisinière, torchon puant dans un coin, mouche morte sur le rebord de la fenêtre. J'ai tout ouvert, porte, fenêtre, tout ce qui pouvait s'ouvrir. L'air du matin est entré lentement, apportant une odeur de rosée et d'herbe.
J'ai commencé à faire la vaisselle. L'eau sortait glacée du robinet. Mes mains allaient et venaient, frottant, rinçant, casserole par casserole, assiette par assiette. Je n'ai pensé à rien. J'ai juste fait. Quand j'ai terminé, le soleil commençait à éclairer la cour. J'ai cherché des provisions. J'ai trouvé du riz, des haricots, quelques œufs, de la farine. Il y avait un morceau de saucisson sec suspendu, du vieux café dans un bocal. Peu de choses, mais ça suffisait. J'ai mis les haricots à tremper, j'ai allumé la cuisinière à bois. Ça a pris du temps, le bois était humide. J'ai commencé à faire du café. L'odeur a commencé à monter, à envahir la cuisine. Une bonne odeur. L'odeur d'une maison où quelqu'un se réveille encore. J'ai entendu des pas dans le couloir. Le garçon d'hier est apparu à la porte. Pierre ne parlait toujours pas. Il s'est contenté de me regarder. « Bonjour », ai-je dit. Il n'a pas répondu. Il est resté là, appuyé contre le chambranle, à regarder la cuisinière. « Tu as faim ?»« Rien. J'ai pris une tasse, je l'ai remplie de café au lait, j'ai mis du sucre, j'ai coupé un morceau de brioche que j'avais faite tôt le matin, j'ai tout posé sur la table. Assieds-toi. » Il a hésité, puis s'est assis. Il a pris la brioche à deux mains et a mangé lentement, sans me quitter des yeux, comme un petit animal effarouché qui ne sait pas s'il peut faire confiance. Peu à peu, les autres sont apparus. Deux filles, l'aînée, environ 12 ans, dégingandée, de longs cheveux mal peignés. La plus petite, toute menue, devait être celle de 4 ans. Elle avait les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Puis est venu un garçon d'environ 9 ou 10 ans, aussi silencieux que Pierre, et un autre plus jeune, qui est resté à regarder depuis la porte sans oser entrer. L'aîné n'est pas apparu. J'ai servi du café à tout le monde, de la brioche, du beurre, du lait. Personne n'a parlé. Ils ont juste mangé vite, comme s'ils avaient peur que quelqu'un leur retire leur assiette. La petite fille m'a regardé et a demandé tout bas. « Vous allez partir ?» Sa voix était fine, fatiguée. « Pas aujourd'hui, ni demain. » Je n'ai pas su quoi répondre d'autre. La plus grande l'a tirée par le bras. « Viens, Léa, laisse la dame travailler. » Elles sont toutes sorties. Pierre a été le dernier. Avant de partir, il a regardé en arrière comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il n'a rien dit. Je suis resté seul à nouveau. J'ai lavé la vaisselle, balayé le sol, nettoyé la cuisinière. Chaque geste était automatique. Mon corps savait quoi faire. Il a toujours su. Vers midi, j'ai entendu un bruit de moteur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le pick-up se garer près de l'étable. Un homme est descendu. Grand, les épaules larges, un chapeau de cuir, des vêtements sales de terre et de sueur. Antoine Dubois. Il n'est pas venu à la maison. Il est allé directement à la grange. J'ai attendu. Midi est devenu 13 heures. Il n'est pas apparu. J'ai quand même fait chauffer le repas. Riz, haricots, un ragoût de bœuf avec des carottes, une salade. J'ai tout mis sur la table. J'ai appelé les enfants. Ils sont venus, se sont assis. Ils ont mangé en silence. J'ai préparé une assiette pour lui. Je l'ai couverte d'un torchon. 14 heures, 15 heures. Rien. Quand le soleil a commencé à baisser, j'ai pris l'assiette et je suis allé jusqu'à la grange. La porte était entr'ouverte. Je suis entré doucement. Il était assis sur un vieux tabouret en train de réparer un harnais. Ses mains étaient grandes, calleuses, pleines de vieilles coupures et de terre incrustée. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Je vous ai apporté à manger. Vous pouvez laisser ça là, a-t-il dit. Sa voix était grave, lasse. J'ai posé l'assiette sur une caisse près de lui. J'allais sortir quand il a parlé de nouveau. Comment vous appelez-vous ? Rose. Rose, a-t-il répété lentement, comme s'il testait le son. Nathalie m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous aviez besoin d'une cuisinière. C'est le cas. Silence. Y a-t-il des règles que je dois connaître ? Ai-je demandé. Il a lâché le harnais. Il m'a regardé pour la première fois, des yeux sombres, profonds, des yeux de quelqu'un qui ne dort pas bien depuis longtemps. Cuisinez. Occupez-vous de la maison. C'est tout. Et les enfants ? Quelque chose a changé sur son visage, presque imperceptiblement, une ombre. Il se débrouille. Vous ne déjeunez pas avec eux ? Non. Pourquoi ?
C'était audacieux de ma part, je le savais, mais la question est sortie toute seule. Il m'a regardé fixement, pas avec colère, mais avec quelque chose de pire, avec du vide. « Parce que je n'y arrive pas », a-t-il dit. Et il s'est remis à son harnais. Je suis sorti. Je suis retourné à la cuisine, la poitrine serrée. J'ai lavé la vaisselle du déjeuner, j'ai rangé les casseroles. Je suis resté à regarder par la fenêtre le soleil descendre derrière les pâturages. La petite Léa est apparue de nulle part à côté de moi. Vous avez connu ma maman. La façon dont elle a demandé m'a fendu en deux. Il n'y avait pas de méchanceté, juste la pure curiosité d'une enfant. Non, ma belle, je ne l'ai pas connue. Elle était belle, a dit Léa en regardant aussi par la fenêtre. Elle chantait le soir. Elle avait une robe bleue que j'aimais bien. Je suis restée silencieuse. Mon papa ne parle pas d'elle, a continué la petite. Personne n'en parle. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Sa voix a tremblé à la fin. Mais elle a existé, ai-je dit tout bas. Et tu t'en souviens? Ça, personne ne peut te l'enlever. Léa m'a regardé avec ses yeux profonds, trop vieux pour son âge. Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un. La question m'a prise au dépourvu. J'ai senti ma gorge se nouer. Oui. Ça fait toujours mal? Ah, ça fait mal différemment, ai-je répondu, mais ça fait toujours mal. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, puis elle est partie sans un bruit. Je suis resté là, agrippé au bord de l'évier. J'ai pensé à Lucas, à la façon dont il m'appelait. « Maman, regarde !» Pour me montrer n'importe quoi, une pierre, une fleur, un oiseau. « Maman, regarde !» Sa voix résonnait encore. Elle résonnerait toujours. Je me suis essuyé les yeux du revers de la main et je suis retourné au travail. Les jours passaient, tous les mêmes. Je me levais tôt, je faisais le café, les enfants apparaissaient, mangeaient, disparaissaient, je cuisinais, je nettoyais, je rangeais. Antoine n'entrait pas dans la maison, il mangeait dans la grange, y dormait. On ne le voyait que de loin, toujours sale de terre et distant. La maison était grande, mais vide de vraies personnes. Il y avait des corps, mais il n'y avait pas d'âme. J'essayais de ne pas m'impliquer, de tenir ma promesse, mais c'était difficile. Parce que Léa me suivait, restait près de moi, silencieuse, à observer. Parfois, elle m'aidait à essuyer la vaisselle. Elle ne parlait pas beaucoup, mais sa présence pesait. Pierre restait muet, mais il mangeait tout ce que je préparais et me regardait toujours comme s'il voulait dire quelque chose. L'aîné, Michel, m'évitait, me regardait à peine. Quand il me croisait, il détournait le regard. Une fois, je l'ai entendu parler avec sa sœur aînée, Béatrice. Elle ne restera pas, aucune ne reste. Sa voix était pleine de colère et de peur. Béatrice a répondu à voix basse, mais j'ai entendu. C'est peut-être mieux comme ça. Mieux de ne pas s'attacher, mieux de ne pas espérer. Je les comprenais parce que j'étais pareil. Le 10e jour, l'orage est arrivé. Il a commencé dans l'après-midi. Le ciel s'est assombri rapidement, devenant violet, lourd. Le vent s'est levé, apportant une odeur de pluie et de terre mouillée. Avant même que la première goutte ne tombe, les enfants se sont précipités à l'intérieur. J'ai fermé les fenêtres, verrouillé les portes. Quand la pluie est venue, elle est venue avec une violence inouïe. Un tonnerre qui faisait trembler la maison. Le vent poussait la pluie de côté, la faisant claquer contre les vitres. La lumière a clignoté de nouveau, puis s'est éteinte. J'ai allumé des bougies. Léa est venue en courant, s'est agrippée à ma jupe. « Tout va bien », ai-je dit. Ce n'est que de la pluie. Mais ce n'était pas que de la pluie, c'était le ciel qui s'effondrait. Et quelque chose en moi savait que cette nuit allait tout changer. La tempête ne montrait aucun signe de répit, comme si le ciel s'était déchiré pour de bon. J'ai rassemblé les enfants dans la cuisine. C'était la pièce la plus sûre, loin des grandes fenêtres du salon. La lumière des bougies vacillait sur les murs, faisant danser les ombres. Léa était toujours agrippée à moi. Les autres étaient assis par terre, adossés au mur, bien trop silencieux. J'ai compté les têtes. Michel, Béatrice, Léa, le garçon de 9 ans, Thomas, j'avais appris son nom, et l'autre fille,
Julie, 7 ans. Il en manquait un, Pierre. Où est Pierre? Ai-je demandé. Personne n'a répondu tout de suite. Puis Michel a parlé, en essayant de paraître ferme. Il doit être dans sa chambre. Tu l'as vu? Non, mais il reste toujours là quand il pleut. Quelque chose s'est noué dans ma poitrine. Restez ici avec eux, ai-je dit à Béatrice. Je vais le chercher. Laissez, madame, s'est levé Michel. J'y vais. Mais avant qu'il ne sorte, j'ai entendu un cri dehors, un cri d'homme, grave, désespéré. La porte de la cuisine s'est ouverte à la volée sous la force du vent. La pluie est entrée, mouillant tout. Antoine est apparu, trempé, haletant, son chapeau à la main. « Où est Pierre ?» a-t-il hurlé. Mon sang s'est glacé. « Il n'est pas dans sa chambre ?» a demandé Michel, la voix tremblante. « Non. » Antoine s'est passé la main sur le visage. L'eau coulait de ses cheveux, de ses épaules. J'ai cherché partout. « Il était là tout à l'heure », a dit Béatrice, la voix chevrotante. « Il était là, mais personne n'avait vu où il était allé. » Antoine a fait demi-tour et est reparti en courant sous la pluie. Je n'ai pas réfléchi, je l'ai suivi. « Rose, non !» a crié Michel. Mais j'étais déjà dehors. La pluie était violente, elle tombait drue, lourde, frappant la terre et soulevant la boue. Je voyais à peine à 2 pas devant moi. Le vent me poussait, me faisant presque tomber. « Pierre !» ai-je crié. « Pierre !» Rien. Juste le fracas de la tempête. J'ai vu la lumière d'une lampe de poche plus loin. C'était Antoine. J'ai couru vers lui. « Vous n'auriez pas dû sortir !» a-t-il crié par-dessus le bruit de la pluie. Où pourrait-il être? Je ne sais pas. Il fait ça parfois. Il disparaît. La voix d'Antoine était désespérée. Il tenait la lampe si fort que ses jointures étaient de blanches. Depuis que sa mère... Depuis qu'elle... Il n'a pas terminé. Un éclair a déchiré le ciel. La lumière a tout illuminé pendant une seconde. Le pâturage, l'étable, les arbres pliés par le vent. Et c'est là que j'ai vu. Au loin, au bout du terrain, presque caché par les hautes herbes, il y avait une vieille bâtisse. On aurait dit une écurie abandonnée, avec un toit à moitié effondré et une porte qui pendait de travers. Là, ai-je montré du doigt. Antoine a regardé, a hésité. « Il ne va pas là-bas », a-t-il dit, mais sa voix manquait d'assurance. « Comment le savez-vous » Il n'a pas répondu, il s'est juste mis à courir. Je l'ai suivi. Le sol était glissant. J'ai trébuché 2 fois. Je me suis relevé. J'ai continué. La boue collait à mes chaussures, à mes pieds, me ralentissait. Nous sommes arrivés à l'écurie. La vieille porte se balançait, claquant contre le mur. Antoine est entré le premier, éclairant avec la lampe. Une odeur de moisi, de bois pourri, d'herbe poussant à travers les fentes. Et là, au fond, recroquevillé dans un coin, trempé, tremblant, se trouvait Pierre. Ses yeux étaient 2 trous sombres. Il pleurait en silence, tout son corps secoué de spasmes. Pierre. Antoine a laissé tomber la lampe. Il a traversé l'écurie en 3 enjambées, s'est agenouillé et a serré le garçon contre sa poitrine. Pierre a laissé échapper un sanglot, un son rauque, coincé, comme s'il l'avait gardé si longtemps que ça faisait mal de le laisser sortir. « Elle venait ici », a dit le garçon, la voix étranglée. « Maman, elle m'amenait ici. Elle disait que c'était notre endroit secret. » Antoine a serré son fils plus fort, ses épaules tremblaient. « Je voulais juste me souvenir d'elle encore », a pleuré Pierre. « Mais personne ne parle d'elle, personne. Personne ne me laisse me souvenir. »« Je sais, » a murmuré Antoine. « Je sais, mon fils. Je sais. » Et alors, pour la première fois depuis que j'étais arrivé dans cette maison, j'ai vu Antoine pleurer. Ce n'était pas un chagrin silencieux, c'étaient des sanglots profonds, de ceux qui viennent du fond de la poitrine, qui font mal, qui déchirent. Il a serré le garçon contre lui et a pleuré comme s'il avait retenu ça depuis bien trop longtemps. Pierre s'est agrippé à son père et ils sont restés là, au milieu de cette vieille écurie, sous la tempête, à pleurer la femme qu'ils avaient perdue. Je suis resté là à les regarder.
Et pour la première fois en 3 ans, j'ai compris une chose. La douleur ne disparaît pas quand on la cache. Elle se transforme juste en silence. Et le silence tue à petit feu. Nous sommes rentrés à la maison, trempés. Antoine portait Pierre dans ses bras, même si le garçon avait déjà 8 ans. Je suivais, tenant la lampe de poche. La pluie s'était un peu calmée. Ce n'était plus qu'une bruine fine, persistante, froide. Quand nous sommes entrés, les enfants nous attendaient tous à la porte. Léa a couru et s'est jetée dans les bras de son père. Michel a tenu Béatrice par l'épaule, le visage fermé, essayant de cacher son soulagement. Thomas et Julie sont restés à regarder en silence. Antoine a posé Pierre par terre, mais le garçon n'a pas lâché sa main. « Allez prendre un bain chaud », a-t-il dit d'une voix rauque. « Tous. » Béatrice a emmené les plus jeunes. Michel est resté. « Papa », a-t-il commencé, mais il ne savait pas quoi dire. Antoine a posé une main sur l'épaule de son fils. Il n'a rien dit. Il a juste serré. C'était suffisant. Michel a hoché la tête et est parti. Je suis resté là, debout, dégoulinant sur le plancher. Antoine m'a regardé. « Merci », a-t-il dit. « Il n'y a pas de quoi. »« Si. » Il s'est passé la main sur le visage, essuyant l'eau mêlée à ce qui restait de ses larmes. « Vous n'aviez aucune obligation de sortir sous cette pluie. »« Si, j'en avais une. » Il a froncé les sourcils. « Comment ça ? » ?»« Parce que je suis mère, moi aussi. » Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Je l'ai été, je le suis, je ne sais plus. Mais quand j'ai entendu que le petit avait disparu, je n'ai pas pu rester sans rien faire. Antoine m'a regardé, non pas avec pitié, mais avec compréhension. « Vous avez perdu un enfant ?» Ce n'était pas une question. « Oui, » ai-je répondu, la voix basse. « Il y a 4 ans. Une fièvre. Il avait 5 ans. Je suis désolé. » J'ai juste hoché la tête. Je ne faisais pas confiance à ma voix. Nous sommes restés là, 2 inconnus trempés, au milieu de la cuisine sombre, partageant un silence lourd mais honnête, jusqu'à ce qu'ils reprennent. Moi aussi j'ai perdu Carmen. Il y a 1 an et demi. Je sais que c'est de ma faute. Cela m'a prise par surprise. Comment ça? Il a détourné le regard. Elle était malade, elle se plaignait de douleur, de fatigue. J'ai cru que c'était des trucs de bonne femme, ces choses qui passent. Je ne l'ai pas prise au sérieux. Quand je l'ai emmenée chez le médecin, il était trop tard. Un cancer. 3 mois plus tard, elle était partie. Sa voix s'est brisée à la fin. Je ne l'ai pas sauvée, et maintenant je ne sais pas comment les sauver, eux. Il a regardé vers le couloir où les enfants étaient partis. Je ne sais pas comment être père tout seul. Je ne sais pas comment parler d'elle sans m'effondrer. Alors je ne parle pas, et il croit que j'ai oublié. Mais je n'ai pas oublié. Je ne sais juste pas comment porter ça. J'ai pris une profonde inspiration. Alors arrêtez de le porter tout seul. Il m'a regardé. Pierre a besoin de se souvenir de sa mère, ai-je dit. Ils en ont tous besoin, et vous aussi. Cacher la douleur ne la fait pas disparaître, ça la fait juste grandir. Je le sais parce que j'ai essayé. Et vous avez réussi? Non, ai-je admis. J'essaie encore d'apprendre à vivre avec. Et c'est peut-être ça qu'on doit faire. Ne pas cacher, ne pas faire semblant que ça ne fait pas mal. Juste continuer, même si ça fait mal. Antoine est resté silencieux, puis a hoché lentement la tête. Je vais essayer. C'était une petite promesse, mais c'était quelque chose. Il est parti prendre son bain. Je suis resté, je me suis changé, j'ai séché mes cheveux comme j'ai pu. Quand je suis retourné à la cuisine, j'ai rallumé le feu et j'ai fait du chocolat chaud. J'ai appelé les enfants. Ils sont tous venus en peignoir, les cheveux mouillés, les yeux fatigués. J'ai servi du chocolat à tout le monde. Ils ont bu lentement, en silence. Pierre est venu en dernier, il s'est assis près de moi. Il n'a pas parlé, mais il a appuyé sa tête contre mon bras et je l'ai laissé faire. Parce que parfois, on n'a pas besoin de mots. On a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul. Le lendemain de la tempête, le jour s'est levé comme lavé. Le ciel était clair,
d'un bleu intense, comme s'il s'excusait de la violence de la nuit. La terre sentait fort, une odeur de glaise mouillée, d'herbe foulée, de vie qui s'obstine. Je suis sorti tôt dans la cour, je voulais voir les dégâts. Le verger avait des branches cassées, le toit du poulailler s'était soulevé d'un côté. La clôture près du pâturage était rompue à 2 endroits, mais la maison avait tenu bon. Elle tenait toujours. J'ai commencé à ramasser les branches. Le travail manuel m'a toujours apaisé, les mains occupées, la tête tranquille. C'est là que j'ai vu Antoine sortir de la grange. Il s'est arrêté en me voyant. Nous nous sommes regardés un instant. Il semblait différent. Pas moins fatigué, mais moins distant. Comme si quelque chose s'était brisé la veille et qu'il n'avait plus besoin de tout porter seul. « Bonjour », a-t-il dit. « Bonjour. » Besoin d'aide? J'allais dire non, mais je me suis retenu. Oui, le poulailler a besoin d'être réparé. Il a hoché la tête et est allé chercher des outils. Nous avons travaillé côte à côte toute la matinée. Il réparait, je nettoyais. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais sa présence était différente. Ce n'était plus seulement un patron, c'était quelqu'un qui avait pleuré devant moi. Ça changeait les choses. Vers midi, Pierre est apparu. Il est resté à regarder son père travailler. « Je peux aider ?» Sa voix était basse, hésitante. Antoine a arrêté ce qu'il faisait, a regardé son fils. « Oui, tiens-moi ce clou. » Pierre s'est approché, a tenu le clou. Antoine a martelé. C'était un geste simple, mais il avait du poids. Parce que c'était la première fois que je les voyais ensemble à faire quelque chose, à partager un espace, sans se fuir. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. J'ai pris une vieille bêche que j'ai trouvée dans la grange et je suis allé vers un lopin de terre à côté de la maison. Une bonne terre qui recevait le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi. J'ai commencé à creuser. Béatrice est apparue à la fenêtre. « Qu'est-ce que vous faites ?»« Un potager. »« Pourquoi ?»« Parce qu'il en faut un. » Elle est descendue, curieuse, et est restée à me regarder travailler. « Je peux aider ?» Oui. Elle a pris une plus petite bêche et a commencé à creuser de l'autre côté. Elle ne savait pas trop comment faire, mais elle essayait. Bientôt, Julie est apparue aussi. Puis Thomas. Même Léa est venue, toute petite, voulant aider à sa manière. Michel est passé près de nous, a regardé, n'a rien dit, mais une demi-heure plus tard, il est revenu avec un vieux sac de terreau. J'ai trouvé ça derrière. Je pense que c'est encore bon. C'est bon, ai-je dit. Il a laissé tomber le sac et allait partir, mais il s'est arrêté. Ma mère avait un potager, a-t-il dit sans me regarder. C'était là, près du cerisier. Elle plantait de la coriandre, de la ciboulette, des piments. Après sa mort, tout a séché. Je suis restée silencieuse. Mon père a tout fait arracher, a continué Michel, la voix basse et chargée. Il a dit qu'il ne voulait plus le voir. Je l'ai détesté pour ça. Et maintenant, il a réfléchi. Maintenant, je ne sais pas. Je crois qu'il avait juste peur de se souvenir. Et toi? Michel m'a regardé pour la première fois. Moi, j'ai peur d'oublier. Sa sincérité m'a brisé le cœur. Alors aide-nous à planter, ai-je dit. Comme ça, tu te souviendras d'elle de la bonne manière, en faisant les choses qu'elle aimait. Il a hésité, puis a pris la bêche et a commencé à creuser. Nous avons travaillé jusqu'au coucher du soleil. La terre a été retournée, elle est devenue meuble, prête. J'ai préparé un carré pour chaque chose. Coriandre, ciboulette, salade, tomates. Léa a planté les graines avec soin, la langue tirée par la concentration. « Ça met combien de temps à pousser ?» a-t-elle demandé. « Ça dépend, quelques semaines. » Et si ça ne pousse pas, ça poussera. Il faut juste de l'eau, du soleil et de la patience. Elle a réfléchi, comme les gens. J'ai souri malgré moi, comme les gens. Quand nous avons terminé, il commençait à faire nuit. Tout le monde était sale de terre, fatigué. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, quelque chose de plus léger. Antoine est apparu sur la véranda. Il a regardé le potager, les enfants, la terre retournée. Il n'a rien dit,
Mais j'ai vu quelque chose sur son visage. Une ombre de surprise, peut-être même d'espoir. Ce soir-là, pour la première fois, Antoine a dîné à l'intérieur. Ce n'était pas une décision annoncée. Il est simplement entré quand j'ai appelé pour le repas. Il s'est assis en bout de table. Les enfants l'ont regardé, surpris, mais n'ont fait aucun commentaire. J'ai servi tout le monde. Du riz, des haricots, un poulet en sauce, une salade, un repas simple, mais fait avec soin. Le silence à table était différent de celui des premiers jours. Il n'était pas vide, il était plein de choses non dites, mais ressenties. Jusqu'à ce que Léa soudainement dise « Papa, Rose nous a appris à planter aujourd'hui. » Antoine a regardé sa fille. « Ah oui? Oui, on a fait un potager comme celui que maman avait. » L'air est devenu lourd. Michel a arrêté de manger, tendu. Béatrice a baissé les yeux sur son assiette. Mais Antoine n'a pas fui. Il a dégluti, puis a parlé, la voix sortant avec difficulté. « Votre mère aimait planter. Elle disait que c'était sa façon de prendre soin de nous, de la nourriture qui venait de la terre qu'elle avait travaillée. » C'était la première fois qu'il parlait d'elle devant les enfants. Pierre a levé les yeux. Léa a arrêté de jouer avec sa nourriture. Elle chantait quand elle plantait, a dit Béatrice tout bas. Une vieille comptine, je m'en souviens. Moi aussi, je m'en souviens, a dit Michel, la voix ferme maintenant. Elle m'a appris à bêcher. Elle disait qu'un homme qui ne sait pas planter ne sait pas vivre. Antoine a hoché lentement la tête. Elle disait ça, oui. Et c'était vrai? A demandé Pierre. C'était la première fois qu'il parlait devant tout le monde depuis la tempête. Antoine a regardé son fils. « Oui, a-t-il répondu, votre mère avait toujours raison. » Sa voix a tremblé à la fin, mais il n'a pas arrêté de parler. Elle était forte, plus forte que moi. Quand elle est tombée malade, elle ne s'est jamais plainte. Elle ne vous a jamais laissé la voir souffrir. Elle voulait juste que vous vous souveniez d'elle en souriant. Une larme a coulé sur la joue de Béatrice. Elle l'a essuyée rapidement, mais ne l'a pas cachée. « Elle me manque, a dit Léa de sa petite voix. « À moi aussi, a admis Antoine, tous les jours. »« Alors pourquoi tu ne parles jamais d'elle ?» a demandé Michel. « Pas avec colère, avec douleur. » Antoine a pris une profonde inspiration, parce que je pensais que si je n'en parlais pas, ça ferait moins mal, mais j'avais tort. Il m'a jeté un regard rapide, comme pour chercher confirmation. J'ai juste hoché la tête. Il a continué. Ça fait mal de la même façon, sauf que ça fait mal tout seul. Et c'est pire. Pierre s'est levé de sa chaise, est allé vers son père et s'est blotti contre lui. Antoine l'a pris sur ses genoux, même si le garçon était déjà trop grand pour ça. Léa s'est mise à pleurer. Béatrice aussi. Thomas est resté silencieux, mais ses yeux étaient rouges. Michel s'est éclairci la gorge. On pourrait parler d'elle plus souvent, se souvenir des bonnes choses, ce serait bien. Antoine a hoché la tête. On va faire ça. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'1 an, cette famille a pleuré ensemble. Ce n'était pas un chagrin de désespoir, c'était un chagrin de soulagement, de libération de ce qui était emprisonné, le début de la guérison. Je suis resté là, à faire la vaisselle, à les écouter parler doucement à table, racontant des histoires de Carmen, riant de souvenirs, pleurant de nostalgie. Et quelque chose en moi, qui était resté dur et fermé depuis si longtemps, a commencé à s'adoucir. Parce que j'ai réalisé une chose, on ne guérit pas seul, on guérit ensemble, et c'était peut-être de ça dont j'avais besoin moi aussi. Les semaines ont passé, et la maison a changé, pas du jour au lendemain, pas comme dans les films, mais lentement, par petites touches, dans ces petites choses qui font la différence. Les fenêtres restaient ouvertes maintenant. La lumière entrait. L'odeur de moisi avait disparu, remplacée par l'odeur de la cuisine sur le feu et du linge propre séchant sur le fil. Le potager a poussé. D'abord, ce n'était que de timides petites pousses, d'un vert clair, fragile. Puis elles se sont épaissies, ont pris de la force. Léa les arrosait tous les jours, religieusement. Thomas chassait les poules qui essayaient de picorer. Michel a réparé une petite clôture autour pour le protéger. Antoine a commencé à déjeuner avec les enfants. Pas tous les jours, mais presque.
Et quand il ne pouvait pas, il prévenait « Je dois aller en ville, je ne rentrerai que ce soir ». Une chose simple, mais qui n'existait pas avant. Pierre s'est remis à parler. Pas beaucoup. Il a toujours été d'une nature silencieuse, mais maintenant, ses mots venaient sans peur, sans le poids de la culpabilité. La table, autrefois vide et silencieuse, était maintenant pleine de conversations, de petites disputes de frères et sœurs, de rires, de vie. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait encore. Je restais la cuisinière, l'employée, celle qui allait partir. Du moins, c'est ce que je me répétais chaque soir, seul dans ma chambre, en regardant ma valise posée dans un coin. Quand j'aurai assez d'argent, je partirai, j'ouvrirai ma petite boutique, je recommencerai seul. Sauf que la valise restait fermée, et l'argent restait dans la boîte à biscuits, sans être compté, parce qu'une partie de moi ne voulait plus partir. Et ça me terrifiait. C'est un samedi après-midi que tout a commencé à s'effriter. J'étais dans la cuisine, en train de faire de la confiture de lait, quand j'ai entendu le bruit d'une voiture qui arrivait. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une grosse berline noire, trop propre pour le chemin de terre. 2 personnes en sont descendues, une femme d'une 50aine d'années, bien habillée, les cheveux relevés, l'air de quelqu'un qui ne sourit pas facilement, et un homme plus âgé, en costume sombre, une mallette en cuir à la main. Antoine était près de l'étable. Il a vu la voiture, a arrêté ce qu'il faisait et s'est approché lentement, son visage se fermant à chaque pas. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je voyais la tension. La femme parlait, gesticulait. L'homme en costume montrait des papiers. Antoine secouait la tête en signe de dénégation. Michel est apparu à côté de moi. « C'est qui ?» ai-je demandé. « Tante Marlène !» a-t-il répondu, la voix dure. « La sœur de ma mère. » « Qu'est-ce qu'elle veut ?» Michel n'a pas répondu tout de suite. Il est resté à regarder la scène dehors, les poings serrés. « Elle nous veut, » a-t-il dit enfin. « Elle pense que mon père n'est pas capable de s'occuper de nous. Elle est déjà venue 2 fois. Elle a dit qu'elle allait saisir la justice. » Mon sang s'est glacé. Elle peut faire ça? Elle peut essayer. Michel a dégluti. Son avocat a dit que la maison était abandonnée, qu'on vivait dans des conditions précaires, que mon père ne vivait même plus vraiment ici. Et c'était vrai. Avant que j'arrive, avant le potager, avant que la table ne réunisse à nouveau la famille. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, c'est différent, a dit Michel en me regardant. Grâce à vous. La conversation dehors s'est envenimée. Antoine a haussé le ton, la femme aussi. L'avocat a tenté de calmer le jeu, sans succès, jusqu'à ce qu'elle regarde vers la maison et nous voie à la fenêtre. Elle a montré du doigt, a dit quelque chose. Antoine s'est retourné pour regarder aussi. Après quelques minutes, ils se sont tous les 3 dirigés vers la maison. Mon cœur s'est emballé. « Michel, va chercher tes frères et sœurs. Reste avec eux dans leur chambre. » Mais, vas-y, il a obéi. Quand la porte s'est ouverte, j'étais en train de m'essuyer les mains sur mon tablier, essayant de paraître calme. Antoine est entré le premier. Son visage était tendu, la mâchoire serrée. « Rose, voici Marlène, la sœur de Carmen, et Maître Fournier, son avocat. » La femme m'a toisé de haut en bas, sans chercher à cacher son dédain. « Vous êtes l'employé. Je suis la cuisinière. Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» Un peu plus d'1 mois. Elle a échangé un regard avec l'avocat. Antoine m'a dit que les choses s'étaient améliorées, a-t-elle dit en se promenant dans la cuisine, inspectant les lieux. Que les enfants sont bien traités maintenant. Ce n'était pas un compliment, c'était une accusation. Ils le sont, ai-je répondu. Pour combien de temps? A-t-elle rétorqué en se tournant vers moi. Jusqu'à ce que vous en ayez assez et que vous partiez, comme les autres. La question m'a prise au dépourvu. Les autres? Vous êtes la 3e en moins d'1 an, a dit Marlène. Les 2 autres n'ont même pas tenu 2 mois. Et vous savez pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'engager une employée pour faire le travail d'une mère.
Ces enfants ont besoin d'une structure, d'une vraie famille, pas d'une employée de passage. Chaque mot était un coup de poignard, parce qu'elle avait raison, j'étais de passage. Je l'avais décidé moi-même. J'avais une valise dans ma chambre, prête à partir. J'avais une promesse de ne pas m'attacher. Antoine a fait un pas en avant. « Ça suffit, Marlène. »« Non, ça ne suffit pas. » s'est-elle retournée vers lui. « Tu regardais à peine ses enfants. Tu dormais dans la grange comme si tu n'avais pas de famille. Ils vivaient à l'abandon, sales, mal nourris. Ça a changé. Pour combien de temps, Antoine? Jusqu'à ce qu'elle s'en aille? Et là, tu retourneras dormir dans la grange. Les enfants se retrouveront de nouveau seuls. » Marlène a pris une profonde inspiration, essayant de se contrôler. Carmen était ma sœur. Je lui ai promis que je m'occuperais de ses enfants s'il lui arrivait quelque chose. Et je tiendrai ma promesse. Ce sont mes enfants. Alors, agis comme un père. Le silence qui a suivi était lourd, coupant. L'avocat s'est raclé la gorge. Monsieur Dubois, Madame a engagé une procédure pour obtenir la garde des enfants. Nous avons une audience fixée dans 6 semaines. Le juge évaluera les conditions de vie, la situation émotionnelle des enfants, votre capacité à... Je sais, a interrompu Antoine. Je sais. Marlène m'a regardé de nouveau. Vous semblez être une bonne personne, et je vois que vous essayez, mais ce n'est pas le travail d'une employée, c'est le travail d'une famille. Et tant qu'il ne comprendra pas ça, a-t-elle dit en désignant Antoine, ses enfants continueront de souffrir. Elle s'est retournée et est sortie. L'avocat a rassemblé ses papiers. Monsieur Dubois, je vous conseille de prendre un avocat vous aussi. Le juge prendra cette affaire très au sérieux. Antoine a juste hoché la tête. Quand ils sont partis, la maison est retombée dans le silence. Antoine est resté planté au milieu de la cuisine, regardant la porte. Ses mains tremblaient. « Antoine, ai-je commencé. « Elle a raison, m'a-t-il interrompu, la voix basse. « Surtout. »« Non, ce n'est pas vrai. »« Si. » Il m'a regardé. « Je ne me suis pas occupé d'eux, j'ai fui. Et si vous n'étiez pas là, si vous n'étiez pas arrivé... » Il s'est passé la main sur le visage. « Je les aurais perdus. »« Mais vous ne les avez pas perdus. Je peux encore les perdre. » Je ne savais pas quoi dire, parce que Marlène avait mis le doigt sur la plaie. J'étais temporaire, et si je partais, tout pouvait s'effondrer à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis resté à regarder le plafond, à écouter le vent secouer les feuilles dehors, à penser à la promesse que je m'étais faite, à penser à Lucas, à penser à combien de temps encore j'allais fuir. Parce que c'était ça que je faisais. Je fuyais. Je faisais semblant que ça ne me touchait pas, que je ne m'attachais pas, que je pouvais partir à tout moment sans rien ressentir. Mais c'était un mensonge. Je tenais à ses enfants, je tenais à cette maison, je tenais à lui. Et ça me terrifiait plus que tout, parce que si je tenais à eux, je pouvais les perdre à nouveau. Et je ne savais pas si je survivrais à une autre perte. Le jour s'est levé, nuageux. L'air était lourd, chargé, comme avant un grand orage. J'ai fait le café comme toujours. J'ai mis la table, j'ai appelé les enfants. Ils sont venus, silencieux. Ils savaient. D'une manière ou d'une autre, ils savaient que quelque chose avait changé. Léa s'est assise près de moi, plus près que d'habitude. Pierre me regardait du coin de l'œil, comme s'il avait peur que je disparaisse s'il clignait des yeux. Antoine n'est pas venu. Après le petit déjeuner, je suis allé le chercher. Je l'ai trouvé dans la grange, assis sur le même vieux tabouret, à regarder le mur. « Vous ne mangez pas ?» ai-je demandé. « Je n'ai pas faim. » Je suis entré, je me suis assise sur une caisse près de lui. Nous sommes restés en silence un moment, puis il a parlé. « Quand Carmen est morte, j'ai voulu mourir avec elle. » La voix est sortie rauque, lasse, pas mon corps, mais à l'intérieur, parce que ça n'avait plus de sens. On avait des projets, on allait rénover la maison, agrandir le troupeau, voir les enfants grandir, et d'un coup elle n'était plus là, et tout ça a perdu son sens. Je suis restée silencieuse, le laissant parler. J'ai commencé à dormir ici parce que je ne supportais pas d'entrer dans cette maison. Tout me la rappelait.
la chaise où elle s'asseyait, la tasse qu'elle utilisait, l'odeur de son savon dans la salle de bain. Je pensais qu'en évitant, ça ferait moins mal. Il a eu un rire sans joie. Mais ça n'a pas fait moins mal. C'est juste devenu un trou qui n'a cessé de grandir. Et les enfants? Ai-je demandé tout bas. Les enfants? Il a dégluti. Je les regardais et je la voyais, elle, dans la façon dont Béatrice se coiffe, dans la façon dont Pierre se tait quand il est triste, dans le sourire de Léa. Tout était elle, et je n'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à les regarder sans sentir que j'avais échoué, que j'avais promis de prendre soin d'elle et que je ne l'avais pas fait. Vous ne l'avez pas tuée, Antoine. Je ne l'ai pas sauvée. Personne n'aurait pu la sauver, vous le savez. Il est resté silencieux, puis il a sorti quelque chose de sa poche, un mouchoir blanc brodé sur les bords, jauni par le temps. C'était à elle, a-t-il dit. Elle le mettait dans ses cheveux quand elle allait en ville. Je l'ai gardé. Parfois, je le tiens dans ma main. J'essaie de me souvenir de son odeur, mais il n'y a plus d'odeur. Juste un vieux bout de tissu. J'ai regardé ce petit mouchoir, simple, mais qui portait le poids de tout ce qui avait été laissé derrière. « Marlène veut me prendre mes enfants », a-t-il continué. « Et peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'il serait mieux avec elle. Elle peut leur donner une structure, de l'attention, des choses que je ne... » « Arrêtez !» l'ai-je interrompu. « Arrêtez ça !» Il m'a regardé, surpris. « Vos enfants n'ont pas besoin de la perfection. Ils ont besoin de vous, de leur père, de l'homme qui est sorti sous la pluie pour chercher Pierre, qui est revenu s'asseoir à table, qui a pleuré avec eux. » J'ai pris une profonde inspiration. Vous avez fait des erreurs, oui. Vous avez fui quand vous auriez dû rester, oui. Mais vous pouvez changer ça. Vous êtes en train de le changer. Je l'ai vu. Mais vous, vous allez partir, a-t-il dit, et c'était la première fois qu'il le formulait à voix haute. Et quand vous partirez, tout redeviendra comme avant. La vérité de ces mots m'a frappé en plein cœur. Je ne sais pas si je vais partir, ai-je avoué. Vous avez une valise prête dans votre chambre. Je l'ai vue. Bien sûr qu'il l'avait vue. C'était vrai, je l'avais, je l'ai, je me suis passé la main sur le visage. Quand je suis arrivé ici, j'avais un plan. Économiser de l'argent et partir. Ne pas m'attacher, ne pas m'impliquer. Parce que j'ai déjà trop perdu dans ma vie et je ne voulais plus ressentir ça. Et maintenant, je ne sais plus. Je l'ai regardé. Parce que je me suis attaché. Aux enfants. À cette maison. J'ai arrêté, sans avoir le courage de finir. Il m'a regardé intensément. À moi? J'ai détourné le regard. Je n'ai pas le droit de ressentir ça. Pourquoi? Parce que vous l'avez aimée, elle. Parce qu'elle était la mère de vos enfants. Parce que je ne peux pas. Rose. Sa voix était ferme. Regardez-moi. Je l'ai regardée. J'ai aimé Carmen, a-t-il dit. Je l'ai aimée profondément, et je l'aimerai jusqu'à ma mort. Elle est la mère de mes enfants, et rien ne changera ça. Il a fait une pause. Mais elle est partie, et je suis resté, et je ne sais pas combien de temps il me reste sur cette terre, mais je ne veux pas le passer à fuir, ni de moi, ni de mes enfants, ni de vous. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Antoine, restez, a-t-il dit, simplement. Pas comme une employée, pas comme une cuisinière. Restez comme un membre de cette famille, parce que c'est ce que vous êtes déjà, Rose. Même si vous ne l'acceptez pas, même si vous avez peur, vous l'êtes déjà. Les larmes sont venues sans demander la permission. J'ai essayé de les retenir, mais je n'ai pas pu. J'ai peur de perdre à nouveau, ai-je avoué, la voix brisée. J'ai enterré mon fils, j'ai enterré mon mari. Je ne sais pas si je peux supporter ça une fois de plus. J'ai peur aussi, a admis Antoine. Mais rester seul par peur de perdre, c'est une façon de mourir de son vivant, et je suis fatigué de vivre en étant mort. Il s'est levé, est venu vers moi et a pris mes mains. Des mains grandes, calleuses, rêches, mais chaudes. « Restez », a-t-il répété, « s'il vous plaît.
Et à ce moment-là, en le regardant, en sentant le poids de ses mains dans les miennes, j'ai compris une chose. Je pouvais passer le reste de ma vie à fuir, ou je pouvais essayer de vivre à nouveau. Cet après-midi-là, j'ai fait une chose que je n'avais pas faite depuis 4 ans. J'ai ouvert le cahier de recettes de ma mère et j'ai cherché une page en particulier. Papier jauni, écriture tremblante. Gâteau au yaourt à l'anis. C'était la recette préférée de Lucas. Il en demandait tous les week-ends. Il restait dans la cuisine avec moi, grimpé sur un tabouret pour voir, léchant la cuillère en bois quand je ne regardais pas. Depuis sa mort, je n'en avais jamais refait. Je ne pouvais pas. Mais maintenant, les mains tremblantes, j'ai commencé à préparer les ingrédients. Léa est apparue dans la cuisine. « Qu'est-ce que vous allez faire ?»« Un gâteau. »« Je peux aider ?» J'ai hésité. Puis, j'ai hoché la tête. Elle est montée sur le tabouret, exactement comme Lucas. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas fui. Je lui ai appris à casser les œufs, à mélanger la pâte, à la verser dans le moule. Ma maman faisait des gâteaux, a dit Léa, concentrée, mais je ne me souviens plus très bien du goût. Alors, on va en faire un nouveau, ai-je dit, et on se souviendra de celui-ci. Elle a souri. Quand le gâteau est sorti du four, toute la maison sentait bon. Une odeur douce, d'enfance, de souvenirs. J'ai appelé tout le monde à table, j'ai coupé le gâteau, je l'ai servi. Les enfants ont mangé, souriant, bavardant. Antoine a mordu dans un morceau, m'a regardé. « C'est bon », a-t-il dit simplement, mais ses yeux en disaient plus. J'en ai mangé aussi, et pour la première fois en 4 ans, me souvenir de Lucas ne m'a pas fait aussi mal que d'habitude. Ça faisait encore mal, ça ferait toujours mal. Mais maintenant, c'était une douleur qui avait sa place en moi, qui pouvait exister aux côtés d'autre chose, de la joie, de l'espoir, de la vie. Ce soir-là, je suis allé dans ma chambre. J'ai regardé la valise et pour la première fois, je l'ai ouverte. J'ai tout sorti, les vêtements, les chaussures, le cahier de recettes. J'ai tout rangé dans l'armoire, lentement, avec soin. Quand la valise a été vide, je l'ai prise et je l'ai portée au débarras, au fond. Je l'ai laissée là, parce que je n'en aurais plus besoin. Le lendemain matin, j'ai planté une fleur près du potager, un petit plant d'immortel que j'avais acheté en ville. Pierre m'a vu. « C'est pourquoi ?»« Pour mon fils, ai-je répondu. Pour me souvenir qu'il est passé par ici et qu'il a laissé de bonnes choses. » Pierre est resté pensif, puis il a pris un autre plant qui restait. « Je peux en planter une pour ma mère ?»« Oui, il l'a plantée à côté de la mienne, avec soin, avec amour. Et là, dans ce petit coin de terre, sont restées les 2 fleurs. L'une pour celui qui était parti, l'autre pour celle qui était restée. 6 semaines plus tard, le jour de l'audience est arrivé. Marlène est venue avec son avocat. Antoine en avait trouvé un aussi, un vieil homme de la ville voisine. Mais quand le juge est venu visiter la maison, ce qu'il a trouvé était bien différent du rapport qu'il avait reçu des mois plus tôt. Il a trouvé une maison propre, aux fenêtres ouvertes, une odeur de cuisine, un potager qui poussait. Des enfants bien soignés, bien habillés, en bonne santé. Il a trouvé une table pleine. Il a trouvé une famille. Le juge a parlé aux enfants, un par un. Léa a dit qu'elle ne voulait pas partir, qu'elle aimait être ici, que Rose lui apprenait à cuisiner et que son père réparait les choses quand elles cassaient. Pierre a dit que maintenant, il arrivait à se souvenir de sa mère sans être trop triste, qu'il en parlait avec son père, que tout allait bien. Michel a dit que la maison était redevenue une maison. Et Béatrice a dit que leur mère aurait voulu qu'ils restent ensemble, avec leur père, là où ils avaient toujours été heureux. Marlène a tout écouté en silence. À la fin, quand le juge lui a demandé si elle maintenait sa demande de garde, elle a longuement regardé les enfants, puis elle a soupiré. « Non », a-t-elle dit, « je voulais juste qu'ils aient une famille. » Elle m'a regardé, et ils en ont une. Prenez bien soin d'eux. Je le ferai, ai-je promis, et c'était une promesse que je savais que j'allais tenir. Des mois plus tard, le potager était grand. Il y avait de la coriandre, de la ciboulette, de la salade, des tomates, des poivrons. Les enfants s'en occupaient tous les jours. La table de la salle à manger, qui était restée vide si longtemps, était maintenant toujours pleine de gens, de nourriture, de conversation.
de vie. Antoine ne dormait plus dans la grange, et je ne dormais plus avec la peur de m'attacher. Parce que j'ai appris une chose, la douleur ne disparaît pas. On n'oublie pas ceux qu'on a aimés et perdus. Mais la vie continue, et on a le choix. On peut rester bloqué à l'endroit où la douleur est arrivée, ou on peut la porter avec soi, apprendre à vivre avec, et avancer. Un dimanche soir, j'étais sur la véranda, à regarder le soleil descendre derrière le pâturage. Antoine s'est assis à côté de moi. Nous sommes restés là, en silence, à regarder. « Merci », a-t-il dit. « Pourquoi ?»« D'être resté. » Je l'ai regardé. « Merci de m'avoir laissé rester. » Il a pris ma main. Et là, dans ce silence apaisant, dans cette compagnie qui ne pesait pas, j'ai compris. On ne guérit pas seul, on guérit ensemble. Et parfois, l'amour, ce n'est pas d'oublier ceux qui sont partis. C'est d'honorer leur mémoire en vivant vraiment, en étant heureux à nouveau, en permettant à la vie de continuer, parce que c'est ce qu'ils auraient voulu. Et au fond, c'est peut-être ça qui compte le plus, non pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous pouvons encore semer.